T'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es resté comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, eh bien, on poursuit notre lancée des tops et des flops 2024 avec cette fois-ci le top des films de 2024. Et comme l'année a également été assez riche en bons films, selon moi, on va procéder comme pour les flops en deux listings. Donc primo, celui des films qui selon moi sont vraiment le haut du panier, même si je n'aurais pas établi de classement précis pour chacun. Et ensuite un second listing des films qui ne figurent pas dans le top mais qui méritent selon moi d'être cités par une mention plus qu'honorable et que je vous recommande effectivement de voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc le top de cette année passée démarre avec Netflix, puisqu'on va mêler aussi bien les films ciné que les films de plateforme. Donc oui, Netflix, étonnant venant de la part de la plateforme qui te pond des blockbusters à 150, 200 millions de dollars sans intérêt. Donc Netflix, c'est aussi celle qui donne à de vrais cinéastes la possibilité de faire de très bonnes choses. Et on commence donc avec Le Cercle des Neiges, remake de Les Survivants. Et alors bon, je vais pas revenir sur ma review, mais quand tu donnes à Juan Antonio Bayona la liberté d'être sincère dans son récit, voilà ce que ça donne. Un film coup de poing, à la fois dur et plein d'espoir, qui ne laisse évidemment pas indifférent. Deuxième film de mon listing, Godzilla Minus One. Alors oui, je sais, certains vont me dire que c'est un film de 2023. Sauf que la première diffusion a plus fait l'office, entre guillemets, en France, d'une pseudo avant-première prolongée. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion moi-même de le voir à ce moment-là parce que j'étais totalement indispo. Donc j'ai corrigé effectivement le tir lors de sa diffusion beaucoup plus large en 2024. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans ce listing 2024. Et donc bah voilà, en fait quand on te pond des blockbusters hors de prix, notamment chez Warner, Mickey et j'en passe, pour un résultat souvent déplorable, et qu'à côté de ça on te livre Godzilla Minus One pour à peine 15 millions de dollars, où le spectacle mêle l'intelligence d'un bon scénario et des personnages forts au profit d'une émotion percutante, bah les gros studios, je suis désolé, mais ils n'ont pas d'excuses à leur médiocrité, quoi. Et surtout, je ne vois pas comment ne pas le mettre dans un top. Film suivant, signé A24, La Zone d'intérêt, donc qui retrace le quotidien de la famille Oz dans leur maison qui bordait le camp d'Auschwitz. Donc c'est un film aussi sincère que dur, qui vraiment joue à fond les ballons sur le contraste entre cette maison avec jardin très coloré et le camp de la mort pour un résultat mais qui est juste assommant, quoi. Et à mon sens, c'est un film vraiment d'intérêt, au moins autant que La Zone du film. Mais A24 a également frappé très fort en ce début d'année 2024, avec aussi Iron Claw, alors qui retraçait la vie tumultueuse de la famille Von Erich, donc cette famille de catcheurs touchés entre guillemets par le coup du sort, avec un casting de haute volée pour un film mais émotionnellement extrêmement fort, et puis une mise en scène absolument magnifique. Également dans ce top, un peu de blockbuster avec Furiosa. Donc voilà, le flop financier incompréhensible de cette année 2024. Alors que voilà, on est vraiment face à un film généreux. Alors certes, un peu trop, si l'on doit également juger du rendu graphique, parfois douteux à cause notamment des CGI. Mais voilà, ça reste un blockbuster d'action qui ne nous prend jamais pour des cons. Et puis un George Miller qui, pour moi, mérite quand même d'être applaudi comme le grand qu'il est malgré ce flop, quoi. Et d'ailleurs, bon, si vous n'avez pas vu la version black and white, alors là, je ne peux que vous y inviter. Enfin, pour moi, cette version, elle corrige tous les défauts colorimétriques et autres soucis de rendu de CGI pour vraiment booster l'aspect dramaturgique du film et puis lui donner une patine très à l'ancienne. Film suivant, Emilia Pérez. Alors voilà, quand Audiard décide de ne pas faire comme tout le monde pour aborder une thématique progressiste, voilà ce que ça donne. Donc bon, vous le savez, je fais la chasse au wokisme, mais je le répète,
ça ne fait pas de moi quelqu'un de fermé au progressisme pour autant quand il est d'intérêt. Et en l'occurrence, quand il n'est pas question de réappropriation culturelle, mais bien de contenu original qui a pour but de véritablement raconter des choses plutôt que de faire de l'inclusivité gratos et mal placée, eh ben moi ça ne me pose pas de soucis. Et au vu du résultat, oui, je le place dans ce top. Film suivant, The Substance, donc voilà, le genre body horror a eu droit à son grand retour avec ce film à concept qui vraiment ne ménage pas l'essence, hein. Même si oui, je le reconnais, le film ne manque pas d'incohérence, mais bon, l'idée est tellement excellente et puis le rendu est tellement bon qu'on va pas bouder son plaisir, hein. Pour la suite de ce top, on va tabler dans l'animation et oh non, ce ne sera pas Vice Versa 2. Évitez toute désillusion. Alors d'un côté, le robot sauvage qui vraiment a été la petite claque que je n'attendais pas et la petite sortie familiale dont il a fait l'objet a vraiment tellement été intense en termes d'émotion qu'il est vraiment resté dans la tête de tout le monde. L'autre, beaucoup plus discret, mais pas moins qualitatif, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Donc un style visuel incroyable et unique en son genre pour nous plonger vraiment dans des décors magnifiques et une histoire là aussi ultra forte en émotion comme on en voit vraiment rarement. Donc encore une année où Disney se prend une pige dans son propre domaine selon moi, hein. Voilà, ils ont beau brasser des milliards, la qualité ça s'achète pas et ils en seront toujours à court tant qu'ils resteront dans ce mode opératoire de la facilité quand la concurrence se fait de plus en plus dense et de plus en plus diversifiée. Alors autre film du top, du cinoche français avec l'amour ouf. Alors là, bon, moi qui pourtant peux pas encadrer Adèle Exarchopoulos, si j'avais su que je prendrais un aller-retour dans la tronche avec ce film, et d'autant que jamais j'aurais misé autant de talent sur Gilles Lelouch, qui peut vraiment se targuer d'une putain de mise en scène, mais absolument incroyable pour nous narrer vraiment son histoire d'amour. Enfin voilà, c'est puissant, c'est sincère, c'est ultra référentiel, et puis surtout, ça a beau être long, tu ne vois pas le temps passer, quoi. Et c'est tout ce dont le cinéma français a besoin pour pouvoir réexister un peu, quoi. Pour ce qui est des derniers films de ce listing, alors j'ajouterai Here de Robert Zemeckis, qui d'un postulat de base, donc d'un salon de maison, va nous faire voyager à travers le temps et les gens, voilà, qui auront vécu dans un concept, voilà, de split screen millimétrique incroyable, dont seul Zemeckis a la minutie, hein, de toute façon, il est réputé pour ça. Alors bon, certes, il y a 2-3 trucs pas hyper propre en termes de rendu, et parmi les personnages, c'est vrai que certaines histoires ne se valent pas toutes, hélas, hein, voilà, il y a quand même un très gros déséquilibre en la matière, mais bon, on reste sur un film très fort qui, même dans le désespoir qu'il peut intégrer, amène toujours à l'esprit jovial dont Zemeckis a le secret, et notamment à l'approche des fêtes. Autre gros coup de cœur de cette année, Nosferatu. Alors, celui-ci, je l'ai attendu. Et l'atmosphère, pour moi, était à la hauteur de mes attentes, qui pourtant a été quand même bien élevée, hein. Au même titre d'ailleurs que le casting s'est pris au jeu littéralement de ce cauchemar éveillé qui revisite le mythe de Nosferatu en apportant son lot d'originalité sans insulter pour autant les œuvres antérieures, donc ça c'est quand même très très bien. Et le dernier film de ce top, Hundreds of Beavers. Alors là, le truc qu'on n'avait pas vu arriver. Enfin, moi, quand j'ai découvert la bande-annonce, au style très cartoonesque, noir et blanc, qui vantait d'ailleurs des œuvres dans l'esprit de Chaplin, Keaton, les Looney Tunes, mais aussi Benny Hill, moi j'avais limite peur, parce que user de tels propos, faut quand même pouvoir les assumer derrière. Mais sauf que, alors j'ai vu la bête, et je vois pas comment on aurait pu qualifier autrement ce film. C'est une folie furieuse, un délire fantasmagorique pour tout fan de cartoon, comme c'est mon cas, hein. Donc l'impression de suivre une aventure dans l'esprit un petit peu de Bip Bip et Coyote à travers, donc voilà, cette histoire de trappeurs qui chassent des castors avec des gens dans des costumes d'animaux, c'est absolument jouissif. J'ai ri pendant ce film, mais j'ai ri comme rarement un film ne m'avait fait rire ces derniers temps, quoi. Et alors, c'est d'autant plus dingue que ça a coûté 150 000 $, mais que c'est visuellement excellent
dans son minimalisme. Quand on pense qu'on passe notre temps à dire que de toute façon, dans le cinoche, on a tout vu, eh ben, Hundreds of Beavers est là pour te rappeler que, bah non, effectivement, on n'a pas tout vu. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de le voir, c'est dispo sur Filmo TV. Alors, si vous avez Prime Video, vous avez 30 jours d'essai gratuit pour en profiter. Donc, matez-vous ça avec plaisir, avec vos gosses, enfin, toute votre famille. Franchement, c'est génial. Maintenant, on passe au second listing avec les mentions plus qu'honorables, en commençant par juré numéro 2. Parce que il aura beau nous avoir déçus sur ses derniers films, Clint Eastwood nous prouve que, du haut de ses 94 piges, ça reste lui le papa. Enfin voilà, pas besoin de fioritures, juste un bon scénario, bien construit, une excellente narration, du suspense comme il faut et une direction d'acteur aux petits oignons pour un résultat coup de poing, quoi. Alors, hélas, il aura fallu que Clint, après 50 piges de bons et loyaux services chez Warner quand même, ait vu la distribution du film salie par la prod, mais enfin voilà, le film pour moi n'en demeure pas moins l'un de ses plus forts de sa fin de carrière. J'ajouterai également à ce listing Conclave, même si le film a énormément fait parler, notamment pour sa fin apparemment woke. Sauf que les gens, dans ce cas de figure, ont oublié les propos du dénouement, selon moi. C'est-à-dire qu'au sujet de la thématique, notamment transgenre, on n'est pas dans le film face à une personne qui veut changer de sexe par pur caprice, mais à la base face à une personne atteinte d'une malformation physiologique. Donc à partir de là, et plus encore quand vous acceptez de voir que la personne a finalement préféré rester telle qu'elle est, c'est-à-dire telle que la nature et Dieu l'ont faite, je vois pas le wokisme là-dedans. Notamment quand on sait que, au contraire, le but du wokisme, c'est quoi? C'est d'aller contre nature, par pure conviction idéologique. Donc, voilà, pour moi, on n'est pas du tout là-dedans. Et c'est pour ça que je reviens sur les propos qui ont été portés notamment dans les commentaires de ma review. Mais moi, dès lors que j'ai compris ces faits, ça m'a paru clair que, au contraire, le film ne tombait pas du tout dans le wokisme facile. Et surtout, voilà, venant du réalisateur, Edward Berger. Alors Edward Berger qui en plus s'adonne à une mise en scène incroyable pour plonger ses acteurs au cœur du conclave, voilà, vraiment dans un ballet de suspense, et puis le plaisir de découvrir la doctrine de cet univers souvent méconnu de l'intérieur. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est surtout que il y a un travail d'acting extrêmement fort, quoi. Je veux dire, voilà, on peut ne pas aimer le propos woke ou pas woke, tout dépend comment on le voit, mais très franchement, ce film mérite d'être vu rien que pour ses interprétations, quoi. Alors le film suivant, qui est un petit peu passé au travers des mailles du filet cette année, Ferrari, parce que déjà, un film de Michael Mann, c'est toujours bon à prendre, et surtout, c'est un biopic qui se refuse de faire comme tous les autres. Donc, excite l'idée de dépeindre un Enzo Ferrari gentilhomme au sommet de sa vie pour voilà, caresser dans le bon sens du poil les héritiers de la marque au cheval. Non, le film est très dur et décide vraiment d'aborder la phase pour moi la plus complexe de l'écurie et de l'homme dans un style en plus visuel, mais qui déjà fait énormément honneur à l'époque. Et puis, c'est sans compter les prestations absolument incroyables d'Adam Driver, et même Penelope Cruz. Alors, niveau ciné asiatique, j'ajouterai également à votre découverte, si ce n'est pas déjà fait, City of Darkness. Alors, un film d'arts martiaux absolument dingue et franc du collier, qui ne ménage pas le spectateur pour dépeindre un petit peu ce bidonville tentaculaire qui fait l'objet des convoitises de toutes les mafias du coin. Si ce n'est que j'ai trouvé presque quand même regrettable le fait que la fin parte dans un délire trop fantastique, là où le film s'en était jusque-là privé pendant, on va dire, les 2 premiers tiers.
Mais voilà, ça reste un kiff malgré tout, donc n'hésitez pas à le voir si c'est pas déjà fait. Alors je vais faire mon original, je vais rajouter Megalopolis, par principe, parce que ce film de Coppola se retrouve à peu près dans tous les flops, et que si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage quand même à le faire. Alors, il est possible que vous n'aimiez pas, mais c'est un film qui mérite d'exister et qui mérite d'être vu, ne serait-ce que pour sa vision. Alors, parce que si aujourd'hui beaucoup le perçoivent comme un nanar, alors faut pas déconner quand même, hein, je pense que c'est surtout un film qui sera à réviser avec le temps, mais qui à mon sens paye le prix de son avant-gardisme beaucoup trop prononcé. Alors évidemment, hein, c'est un film on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas d'entre-deux. Mais bon, voilà, tous les goûts sont dans la nature, je le rappelle. En tout cas, voilà, je ne peux quand même que vous encourager pour l'effort de Coppola à proposer quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Dans ce listing de recommandations, je vais également rajouter Horizon chapitre 1. Parce que, eh ben oui, c'est long, oui, ça prend beaucoup son temps, mais quand tu veux livrer une grande épopée de western de presque 10 heures, hein, puisque c'est un peu le projet de Kevin Costner, bah pour moi 3 heures d'intro, ça me paraît pas déconnant pour que ensuite l'histoire puisse avancer au mieux. Alors évidemment, sous condition que la suite arrive et qu'elle soit bonne. Mais ce chapitre 1 fait pour moi office d'une excellente intro. Chaque plan est absolument somptueux, enfin vraiment vivement la suite pour voir ce que Costner envisage de nous livrer derrière ça, quoi. Alors niveau français, bon je vous recommande évidemment Le Comte de Monte Cristo, même si tout le monde ou presque l'a déjà vu. Enfin voilà, je vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans ma review, mais effectivement le film réussit là où pour moi les Trois Mousquetaires et notamment la deuxième partie avaient échoué, à savoir rester fidèle à l'œuvre d'origine, même si pourtant elle est quand même très dense, tout en gardant un rythme absolument parfait et un travail quand même relativement très sérieux de la part de tout le monde. Alors on approche de la fin de cette liste avec notamment Civil War d'Alex Garland. Alors bon, un film percutant, qui ne ménage pas son spectateur, alors autant que ses personnages d'ailleurs, hein. Donc le mot d'ordre étant de nous plonger dans une dystopie américaine en pleine guerre civile, comme le titre l'indique, sans jamais aborder le manichéisme. Alors d'ailleurs c'est peut-être aussi le souci de Garland à travers ce film, à savoir que, outre la forme absolument sidérante d'efficacité, il peine pour moi à la fin à aborder un aspect moral sous quelque forme que ce soit. Donc un manque de fond qui lui fait défaut, mais voilà, l'expérience formelle vaut quand même malgré tout le détour. Alors en termes de blockbuster, j'ajouterais évidemment Dune partie 2. Alors, vous le savez, je suis un fan de l'œuvre de Frank Herbert. Et non, je n'ai pas mis ce film en top, parce que j'estime que Villeneuve a fait du très bon travail, mais n'a pas été au fond des choses à mon sens. Il y a trop de partis pris qui nous exemptent de certaines bribes de l'intrigue du livre et qui pourtant ne requéraient pas beaucoup d'efforts pour ça. Donc le tout au profit justement d'un film qui se concentre un peu trop à mon goût sur les Fremen. Donc il y a un certain manque d'équilibre qui nous prive de la véritable richesse de l'œuvre source. Donc voilà, après Dune 2 n'en demeure pas moins un excellent blockbuster, puissant, comme j'en demande vraiment tous les jours, hein, donc un film qui ne prend là aussi pas son spectateur pour une bille. J'ajoute également Blue et compagnie, parce que il faut penser aussi aux enfants dans ce listing, et notamment aux grands enfants que nous sommes toujours. Donc voilà, quand John Krasinski s'adonne au plaisir de nous rappeler les plaisirs de jeunesse qu'on a tendance à oublier à travers notamment la thématique des amis imaginaires d'enfance, hein, et voilà ce qu'on a. Donc un film qui est beau, qui est comique, qui est touchant, et puis le plaisir de voir Ryan Reynolds jouer autre chose que du Ryan Reynolds, quoi. Enfin bref, Blue et compagnie, donc à voir évidemment en famille, pour le plaisir de tous. Alors l'avant-dernier film de ce listing de recommandations, Le Royaume des Abysses. Alors, je le cache pas, ce n'est pas un film que j'apprécie beaucoup, parce que contrairement à ce que la promo semblait livrer, à savoir une grande aventure empreinte de folie, ce n'est pas du tout un film amusant. C'est même
hyper déprimant, notamment pour aborder une thématique encore moins gaie, mais je ne peux pas ne pas vous le recommander parce que visuellement c'est un film totalement inédit et fou, et chaque plan est vraiment un tableau vivant, hein. C'est un film qui, selon moi, ouvre le champ des possibles en termes d'animation. Si ce n'est que, évidemment, je le déconseillerais toutefois aux épileptiques et aux dépressifs. Et le dernier film de ce listing, To the Moon, donc film signé Apple TV, qui a quand même eu droit à sa sortie ciné, et alors bon, qui te remet une pièce dans la machine à complotistes, hein. Alors évidemment, si le film revient sur la fameuse histoire de l'alunissage, voilà, est-ce qu'on y allait, est-ce que non, le film s'en amuse énormément pour devenir une sorte de satire humoristique, dramatique et romantique entre Channing Tatum et Scarlett Johansson. Voilà, vraiment le tout dans une reconstitution d'époque qui est très chouette, et puis la bande son est absolument folle. Donc voilà tous les films de 2024 que, en tout cas, moi je ne peux que vous recommander de regarder. Bien sûr, ceci ne représente que mon avis. Vous, de votre côté, faites-moi part justement dans les commentaires de votre listing des films de 2024 qui vous ont marqué dans le bon sens du terme. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et on revient très vite avec le top et le flop des séries de 2024. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!